journal, Henri Ochocho. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Les titres de ce journal. Couvre-feu levé des bouclages sur l'ensemble du territoire et port obligatoire de masques à compter de ce mardi au Togo. Voilà en substance ce que indique un communiqué du gouvernement. Que pense le Togolais de ces nouvelles dispositions? Nous en parlerons dans ce journal. L'Agence française de développement AFD vole au secours du Togo à travers un prêt évalué à 26 milliards 240 millions de francs CFA. L'accord de ce prêt destiné à financer le projet d'adduction d'eau et celui d'assainissement de la ville de Lomé a été signé hier à Lomé. Des milliers de personnes se recueillent devant la dépouille de George Floyd 2 semaines après sa mort à Minneapolis, asphyxié par un policier. Le corps de George Floyd est revenu à Houston pour y être enterré ce mardi à côté de sa mère. Et puis sport football, les choses se précisent concernant les coupes en Europe pendant que la finale de la Ligue des Champions a lieu à Lisbonne. L'Europa League, elle, se dispute à Francfort. Radiolomé.tg. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, une fois encore, bonjour. Nous le disions en titre, lutte contre le nouveau coronavirus au Togo. Après un nouveau rapport établi, le conseil scientifique confirme la tendance à la stabilisation de l'épidémie. En conséquence, le gouvernement a décidé qu'à compter de ce mardi, le couvre-feu soit totalement levé, ainsi que le bouclage des villes initialement concernées et que le port de masques de protection soit obligatoire pour tous. Que pense le Togolais de ces nouvelles dispositions des autorités togolaises? Suivons plutôt. En effet, le Grand Lomé a enregistré à lui seul plus de 200 cas sur les 495. En tête de liste, on retrouve le quartier d'Aguanivé, banlieue située au nord-ouest de la... Nous apprécions vraiment la décision du gouvernement. Le couvre-feu vraiment a bloqué beaucoup de situations, surtout les nuits. Quand tu es en situation de difficulté, tu t'interroges à savoir si je peux sortir ou je ne peux pas sortir. Quant aux mesures barrières, il serait important que la population, vraiment ça donne à ces mesures barrières pour pouvoir éradiquer cette maladie. Au niveau du bouclage des villes, c'est élevé, mais seulement on ne sait pas si au niveau du transport maintenant, la distanciation sera respectée dans les véhicules ou pas. Moi je trouve que c'est déjà un pas et une bonne chose, puisque ça permet à la population de vaquer librement à leurs occupations. Les vendeuses des rues peuvent aussi reprendre leurs activités quotidiennes. On peut aussi voyager librement. Ce que je me pose comme question, on se demande si des solutions ont été trouvées pour stopper la contamination à la pandémie. Est-ce que le gouvernement peut prendre une résolution pour pouvoir mettre fin au rassemblement dans les bars? Parce qu'on enlève le couvre-feu, on retrouve encore les regroupements dans les bars, dans les boîtes. C'est pas dangereux? Moi, je crois que c'est un peu prématuré parce qu'il faut faire un tour à la ville que vous allez remarquer après 18 heures que les gens ne portent plus leur masque. Le masque, c'est le jour parce que c'est le jour qu'on contrôle. Moi, je ne suis pas d'accord. Le fait de rendre obligatoire le port de masque, c'est une bonne chose. Parce qu'ailleurs, ils n'ont pas confiné les gens. Mais c'est ça qui a permis aux gens de rester dans la propagation du virus. Mais ce qui est important pour moi, c'est le fait qu'on a levé le bouclage des villes. Avec le bouclage des villes, si tu as une urgence, tu veux aller au village, il faut payer le triple de ce que tu avais l'habitude de payer pour le transport. Peut-être que tu as un parent qui est malade au village. Pour convoyer un produit au village, le chauffeur exigeait 5 000 francs. Ainsi, les autorités sanitaires indiquaient hier lundi 497 cas confirmés au total, dont 251 guéris et 13 décès. À ce jour, nombreux sont ces quartiers de Lomé qui sont les plus touchés par la maladie. Édouard Sono. En effet, le Grand Lomé a enregistré à lui seul plus de 200 cas sur les 495. En tête de liste, on retrouve le quartier d'Aguanivé, banlieue située au nord-ouest de la capitale, avec 68 cas enregistrés. Le district sanitaire 5 Kakaveli, composé des quartiers Adido-Adin,
Agoué, Aveji et Tochi tient le même record que Agoué-Nivé, suivi du district numéro 1, Wetrivi Kondi, regroupant les quartiers à Hanoukope, à Daoulatou, à Gbadahonu, avec 61 cas recensés. Quant au quartier Bekpota, Kanikope, à Damavo et Bagida, dans le district 2, à Dakpame, le nombre de malades enregistrés est de 44 au total. Enfin, le district 3 a motivé, regroupant les quartiers B, Toulasame, à Dobokome, Benigrato, à Bobokome et à Giakome vient en dernière position avec 36 cas de contagion. La levée du couvre-feu et du bouclage ne signifie pas la fin de la maladie. Le respect des mesures barrières et le port systématique du masque doivent être de mise pour éviter une nouvelle propagation. Merci à toi, Edouard Sono. Toujours en page nationale, l'Agence française de développement, AFD, finance 2 projets au Togo à hauteur de 26 milliards 240 millions de francs CFA. Il s'agit notamment du projet d'adduction d'eau et celui de l'assainissement de la ville de Lomé. Odette Pira. La signature d'accord de prêt est intervenue hier à Lomé. C'était en présence du ministre togolais en charge de l'eau, Antoine Kekpa-Guigbeni, du ministre de l'économie et des finances, Sani Yaya, et de l'ambassadeur de France au Togo, Marc Vissi. Une occasion pour le ministre en charge de l'eau d'expliquer le processus d'exécution du projet. Ministre Antoine Guigbeni. Ce projet, le PNDO, concerne essentiellement, dans grande majorité, il s'agit donc de Mandouri et de Senkassé. Senkassé a la particularité d'être en fait une ville sans eau potable de la T2. Donc nous comptons faire venir de l'eau à partir du barrage de Dalouat jusqu'à Senkassé, sur à peu près 30 km à vol d'oiseau, pour pouvoir donc alimenter cette ville de Senkassé. Et au passage, nous allons passer par Korbongou, par Bombouaka, mais également par Tandjouaré. Le deuxième projet concerne la ville de Mandouri. Pour l'instant, c'est une mini-AEP que nous avons donc là-bas. Nous allons donc renforcer cette mini-AEP et en faire un système moderne d'alimentation en eau potable. Donc l'autre phase aussi concerne la ville de Lomé, où il est question de renforcer le réseau de distribution par des extensions, mais également aussi par une remise à niveau des capacités de production de la ville de Lomé. Ce prêt marque une nouvelle dynamique dans la coopération France-Afrique. Marc Vissi, ambassadeur de France au Togo. Cet événement marque une nouvelle dynamique pour la coopération entre le Togo et la France à travers l'augmentation de ses volumes de financement dans le secteur de l'eau potable et de l'assainissement. Nous signons aujourd'hui 2 remarquables projets. Le premier, le plus important en volume de financement, c'est ce que nous avons appelé le Plan national de développement eau AFD, puisque nous essayons, dans tous les domaines, et pas uniquement dans le domaine de l'eau, d'essayer d'orienter nos partenariats dans la ligne des objectifs fixés par le PND. Ce PND vise la réalisation et l'extension d'infrastructures de mobilisation, de production et de distribution d'eau potable via des systèmes urbains ou semi-urbains, tout en assurant un équilibre financier acceptable pour les acteurs impliqués. Selon le ministre Sani Yaya de l'économie et des finances, l'appui de l'AFD conforte l'engagement du chef de l'État qui, dans son discours à la nation le 1er avril 2020, a pris des engagements forts pour protéger et accompagner les couches vulnérables. Ministre Sani Yaya. Comme vous le savez, le président de la République a décidé de rendre l'eau gratuite aux bornes fontaines, aux mini-adductions d'eau potable, aux postes d'eau autonomes publics et surtout en ce qui concerne la tranche sociale de la T2 durant la période de l'état d'urgence. Je peux vous assurer que le gouvernement prendra donc toutes les dispositions pour une utilisation transparente et efficiente des ressources mises à sa disposition pour la réalisation des différentes composantes de cet important projet pour le bien-être des populations. Je voudrais terminer mon propos en réitérant la reconnaissance de l'État togolais à l'AFD ainsi qu'à la République française et à l'ensemble des partenaires au développement pour leur soutien et la grande disponibilité qu'ils n'ont cessé de manifester à l'endroit de notre pays, particulièrement en cette période de crise sanitaire et socio-économique. En l'espace de 10 ans, l'AFD a investi environ 111 milliards de francs CFA dans les projets eau potable et assainissement au Togo.
Dernièrement, en page nationale, les membres de la direction de l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes ARCEP ont officiellement pris fonction ce mardi. Ils ont prêté serment ce matin devant la cour d'appel de Lomé. Thierry Haringa Yao, il est président de l'ARCEP. On a une mission de régulation des communications électroniques au Togo. Pour que la population puisse jouir d'une bonne qualité dans les communications électroniques, l'État a jugé bon de contrôler les opérateurs de télécommunications qui fournissent ces services. Alors notre rôle serait de veiller à ce que les cahiers de charges qu'on a confiés aux opérateurs de télécommunications qu'ils respectent leurs cahiers de charges, tant sur le plan de la qualité et le coût. Le président de la chambre administrative de la cour d'appel, après avoir reçu le serment, a rappelé aux récipiendaires la tâche qui leur est assignée. Nayoka Point Aoulemer. L'autorité de régulation assure une mission d'utilité publique. Par le travail et le sérieux que vous y mettrez, notre pays sortira plus grand. Vous comprenez donc que le serment que vous venez de prêter n'est pas une simple formalité, mais plus un devoir. Et le peuple togolais a en vous tout son espoir. Notons que les membres de la direction de l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes ARCEP sont nommés pour un mandat de 3 ans renouvelable une seule fois. Le journal Henri Ochocho. Actualité internationale, des milliers de personnes se recueillent devant la dépouille de George Floyd. 2 semaines après sa mort à Minneapolis, le corps de George Floyd est revenu à Houston pour y être enterré ce mardi. Geneviève Pogno. À peu près 7000 personnes sont venues rendre hommage à George Floyd dans le sud de Houston. Afro-américains, hispaniques, blancs, asiatiques ou amérindiens, un flot ininterrompu de gens s'est succédé 7 heures durant pour saluer le corps de celui qui a grandi dans cette ville du Texas. Nombreux ont même pris l'avion pour rendre hommage à George Floyd. Monsieur George Floyd, comme beaucoup l'appellent, il reposait au cœur de l'église baigné par une musique douce, dans un cercueil doré, le visage apaisé malgré la brutalité de son décès, il y a 2 semaines sous le genou d'un policier à Minneapolis. Après avoir vu le corps de George Floyd puis signer un de ses livres d'or, Denny Carpenter, venu de Missouri, ne peut plus contenir ce qu'il ressent. Qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu un homme qui devrait être ici avec nous et qui reposait dans un cercueil. C'est une expérience viscérale et en tant qu'homme noir, cela m'a fait un choc, confie-t-il. Je suis blessé, j'ai mal, je veux des changements de politique dans tous les secteurs de ce pays, qu'il s'agisse des forces de l'ordre, du logement, de l'économie, de l'éducation. En novembre, il faudra que nous soyons unis pour battre Trump. Sur scène, un film retrace sa vie. Ses frères remercient les anciens du lycée, les profs qu'ils reconnaissent, l'équipe de football de 1993 dont George Floyd a fait partie sa genou. En tout cas, les funérailles de ce mardi seront d'ailleurs plus politiques que la cérémonie en Caroline du Nord. Le révérend et militant des droits civiques, Al Sharpton, par ailleurs critique acerbe de Donald Trump, fera l'éloge funèbre et Joe Biden, qui a rendu visite à la famille de George Floyd à Houston, fera une apparition dans un message vidéo. Des funérailles en privé, mais avec un bon millier de journalistes accrédités. George Floyd sera ensuite enterré à partir de 20h temps universel auprès de sa mère dans un cimetière du sud de Houston. Oui, Geneviève Pogno, c'est à Houston, vous l'avez dit, à Texas, que George Floyd sera inhumé ce mardi sous les regards du monde entier. George Floyd est mort parce qu'il était noir et son meurtre par un policier à Minneapolis le 25 mai dernier continue de soulever une immense émotion aux États-Unis et partout dans le monde. Dans sa chronique de samedi, Jean-Baptiste Plaka rappelait cette phrase du président ghanéen Nana Akufo-Addo: partout où il se
se trouvent dans le monde, les Noirs ne seront jamais respectés que le jour où l'Afrique sera respectée. Effectivement, il est fondamental aujourd'hui que les leaders africains se rendent compte qu'ils ont un double devoir. Un devoir à l'égard de leur propre population, mais aussi un devoir à l'égard des populations d'origine africaine qui ont été toutes victimes de cette tragédie de l'esclavage et de ses séquelles, le racisme systématique. En réhabilitant l'identité africaine, en affirmant l'indépendance politique, économique du continent africain, ça participe de la bonification de l'image du continent africain et par conséquent cela aura des répercussions sur l'image globale de l'Afrique, de l'Africain et des Noirs dans le monde. Et vous l'avez compris, c'est la page des sports. Les choses se précisent concernant les coupes en Europe. Pendant que la finale de la Ligue des Champions a lieu à Lisbonne, l'Europa League se dispute à Francfort. Ce plan de secours de l'UEFA sera concrétisé le 17 juin prochain. À cette date, la formule retenue pour terminer la saison sera connue. Le Portugal a été retenu pour la finale de la Ligue des Champions grâce à la maîtrise de la pandémie de coronavirus dans le pays. Voilà qui marque la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Retenez pour l'essentiel que le couvre-feu a été levé. Levé également des bouclages sur l'ensemble du territoire et port obligatoire de masques à compter de ce mardi au Togo. Voilà à substance ce qu'indique un communiqué du gouvernement. Que pensent les Togolais de ces nouvelles dispositions? Vous l'avez suivi dans ce journal. Comme d'habitude, rubrique sensibilisation à l'instar du SRB en 2003 du virus de la grippe H1N1 en 2009 et des éclosions Ebola. Le virus de la Covid-19 proviendrait du monde animal. Cependant, on ne sait toujours pas quel animal a pu transmettre le virus mortel et on ne peut conclure sur le lieu de départ de cette pandémie mondiale. Seulement des informations permettent de faire l'historique de la Covid-19. Sensibilisation Corona, c'est Juliette Kamdé. Je vous propose l'historique de la maladie à coronavirus présenté par le projet Plateforme des médias et UE Togo. Le premier cas rapporté est un patient de 55 ans tombé malade le 17 novembre 2019 en Chine. Un mois plus tard, le 15 décembre, le nombre de cas monte à 27. Le 20 décembre, il est à 60, incluant plusieurs personnes qui travaillent au marché de gros de fruits de mer à Wuhan. Ils sont hospitalisés à l'hôpital dans la région de Hubei pour pneumopathie. Personne ne sait si les humains se contaminent entre eux, les malades ayant pu être contaminés par une source commune. À ce stade déjà, de nombreux observateurs soupçonnent les autorités chinoises d'avoir voulu étouffer la vérité. Le 21 décembre, un kit diagnostique ciblant 22 germes pathogènes respiratoires, 18 virus et 4 bactéries, donnant un résultat négatif, les médecins réalisent qu'ils sont en présence d'un nouvel agent pathogène respiratoire. Le 31 décembre 2019, l'Organisation mondiale de la santé OMS est informée de l'existence de nombreux cas de pneumonie d'origine inconnue dans Wuhan. Le 6 janvier 2020, les Centres pour le contrôle de la prévention des maladies aux États-Unis communiquent sur les risques d'une épidémie. Le 7 janvier, les autorités chinoises signalent une 60aine de victimes et isolent un nouveau type de coronavirus, le SARS-CoV-2, deuxième coronavirus lié au syndrome respiratoire aigu sévère. Le 9 janvier, l'OMS lance une alerte nationale. Le 21 janvier, elle émet son premier rapport journalier sur l'épidémie. Le 23 janvier, elle annonce que la maladie est transmissible entre humains. Le 24 janvier, elle indique que les modes de transmission de la maladie sont très probablement les mêmes que ceux des autres coronavirus. Gouttelettes éjectées par postillon, lors de toux ou éternuement, contact direct ou via des objets contaminés. Le 26 janvier, la Commission nationale de la santé de Chine annonce que le nouveau virus a une période d'incubation pouvant aller jusqu'à 2 semaines et surtout
que la contagion est possible durant la période d'incubation. De ce fait, il ne fait pas l'objet d'une politique de détection systématique et précoce et il est susceptible de se répandre avec une croissance exponentielle. Le 30 janvier, l'OMS déclare que l'épidémie constitue une urgence de santé publique de portée internationale. Certains évoquent d'ailleurs la maladie X, nom donné en 2018 par l'OMS à une maladie susceptible de causer un danger international. Le 11 février, l'OMS nomme officiellement la maladie à coronavirus 2019, en abrégé COVID-19. Le virus est lui aussi nommé coronavirus 2 du syndrome respiratoire aigu sévère SARS-CoV-2. Le 27 février 2020, l'OMS publie un guide sur les mesures préventives destinées à freiner l'épidémie. Le 11 mars, le directeur général de l'OMS annonce qu'il s'agit d'une pandémie. C'est la première causée par un coronavirus. Le reste, nous le savons plus ou moins. Le coronavirus n'a pour l'heure ni vaccin ni remède. Seules les mesures barrières peuvent nous protéger et nous permettre de briser la chaîne de contamination. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg